Au dîner de Noël, mes parents m'ont dit, ton rôle est de travailler pendant que ta sœur profite de la vie. C'est simple. Si tu n'es pas contente, prends la porte. J'ai répondu, très bien. Je pars, et vous pouvez commencer à payer vos propres factures. C'est simple. Je m'appelle Léontine, j'ai 31 ans, et je suis architecte paysagiste dans la région de Bordeaux. Mais aux yeux de ma famille, je ne suis qu'un carnet de chèques sur pattes. Le soir de Noël dernier, je suis rentrée dans la salle à manger de mes parents après une semaine de 80 heures, les mains encore tachées par la terre et le froid, pour trouver ma sœur Daphné en train de siroter du champagne dans une robe en soie. Mon père n'a même pas levé les yeux de son assiette. Il a souri à ma sœur, puis il m'a regardé avec ce mépris glacé que je ne connais que trop bien. Quand j'ai osé parler de l'injustice financière qui détruisait ma vie, il a prononcé cette phrase qui a tout changé. Ton job, c'est de travailler pendant que ta sœur profite de la vie. C'est simple comme bonjour. Si tu n'aimes pas ça, la porte est là. J'ai reculé ma chaise. J'ai dit, très bien. Je m'en vais. Et vous pouvez commencer à payer vos propres factures. Simple comme bonjour. Avant de vous raconter comment j'ai mis ma famille à genoux et comment le karma a frappé plus fort qu'une tempête d'hiver, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville et quel pays vous regardez cette vidéo. J'aimerais savoir jusqu'où mon histoire peut voyager. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? La vraie tempête a commencé bien avant ce dîner. Ce soir-là, le 24 décembre, je conduisais mon vieux fourgon utilitaire sur la route départementale qui serpente vers Saint-Émilion. Il était 20 heures passées. Dehors, le thermomètre affichait 2 degrés. Mes bottes étaient lourdes de boue séchée, mes doigts engourdis malgré le chauffage à fond. Je venais de passer 12 heures consécutives à la pépinière familiale, les jardins d'Hubert, à lutter contre une gelée tardive qui menaçait de tuer notre stock de cyprès chauves, une commande vitale pour un client de Monaco. J'avais les muscles en feu, les yeux qui brûlaient de fatigue, mais une part de moi, cette part stupide et loyale, espérait encore un peu de chaleur humaine en arrivant. Je me suis garée à l'arrière de la villa familiale, une bâtisse en pierre du 19e siècle que mes aïeux avaient bâtie. J'ai contourné la façade illuminée pour entrer par la cuisine, comme une domestique, pour ne pas salir le marbre de l'entrée principale avec mes bottes. L'odeur m'a frappée en premier, un mélange riche et capiteux d'oies rôties, de truffes noires et de ce parfum d'ambiance coûteux que ma mère vaporise partout. Ma mère, Odile, était là, en train de dresser des toasts de foie gras. Elle portait un tailleur en velours bordeaux impeccable. En me voyant entrer, son visage ne s'est pas illuminé. Il s'est crispé. Mon Dieu, Léontine, a-t-elle soupiré, non pas avec inquiétude, mais avec dégoût. Tu apportes l'odeur du fumier à l'intérieur. Tu ne pouvais pas te changer au hangar? Daphné attend depuis 2 heures. Tu gâches l'ambiance avant même que ça commence. J'ai avalé ma réponse. J'ai retiré mes bottes en silence, sentant le froid du carrelage traverser mes chaussettes de laine. Bonsoir maman. Désolée. La pompe d'irrigation a lâché. J'ai dû la réparer manuellement pour sauver les arbres. Elle a agité la main comme si elle chassait une mouche. Les détails techniques, s'il te plaît. Pas à table. J'ai traversé le couloir pour rejoindre le salon. Et là, le contraste m'a frappé comme une gifle. Ma sœur, Daphné, 29 ans, trônait sur le canapé en velours crème. Elle portait une robe Dior rouge, probablement achetée avec la carte de crédit de l'entreprise que je m'évertuais à renflouer. Elle revenait tout juste d'une retraite spirituelle à Bali. Sa peau était dorée, ses cheveux brillaient, ses ongles étaient une œuvre d'art. Elle tenait une coupe de cristal à la main. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était le Château Angélus 2010. La bouteille que j'avais mise de côté, avec une étiquette portant mon nom, pour le jour de mes fiançailles ou une grande victoire personnelle. Il l'avait ouverte sans moi. Il la buvait comme du jus de raisin. Ah, enfin, s'est exclamée Daphné avec ce sourire qui ne touchait jamais ses yeux. On mourait de soif. Tu as l'air terrible, Léo. Tu devrais vraiment essayer mes gélules de collagène. Mon père, Hubert, assis dans son fauteuil en cuir, a tourné la tête. Il a scanné ma tenue, mon jean de travail usé, mon pull en laine trop grand avec un mépris absolu. Tu es en retard, a-t-il grogné. C'est un manque de respect pour la tradition.
Va te laver. Tu sens l'ouvrier. Je suis montée à l'étage, les jambes tremblantes. Je suis rentrée dans ma vieille chambre d'enfant, maintenant transformée en débarras pour les cartons de vêtements de Daphné. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu une femme de 31 ans, cernée, épuisée, qui portait le poids de 3 adultes sur ses épaules. Et en bas, j'entendais les rires. Ils riaient avec mon argent, buvaient mon vin, et se moquaient de ma fatigue. Je ne le savais pas encore, mais c'était la dernière fois que je me lavais les mains dans cette maison. Ce favoritisme toxique n'était pas nouveau. Il était tissé dans l'ADN de notre famille, aussi enraciné que les vignes dans le sol calcaire de Bordeaux. J'ai grandi en pensant que l'amour était quelque chose qui s'achetait par l'effort. Si je travaillais assez dur, si je portais assez de charges lourdes, peut-être que papa me regarderait avec la même fierté qu'il réservait à Daphné quand elle faisait une simple pirouette. À 10 ans, je me levais à 5 heures du matin, même le dimanche, pour aider à l'arrosage. Papa disait que ça forgeait le caractère. Pendant ce temps, Daphné dormait jusqu'à midi. Maman disait qu'elle avait besoin de repos pour nourrir sa créativité. Daphné était l'enfant doré, l'artiste, la rêveuse. Moi? J'étais l'outil. Le tracteur humain. Je me souviens de mes 14 ans. J'avais supplié pour prendre des cours de piano. J'adorais la musique, c'était ma seule évasion. Papa avait regardé mes mains, déjà un peu rugueuses à cause du jardinage, et avait ricané, avec ses pelles à tarte. Tu vas casser les touches, ma pauvre fille. Tu es faite pour la terre, pas pour l'art. 3 mois plus tard, un piano à queue noire laquée, d'une valeur de 5 000 €, est arrivé dans le salon. C'était pour Daphné. Elle a pris 3 leçons, s'est plainte que le professeur avait une mauvaise énergie, et n'a plus jamais touché l'instrument. Le piano est resté là, prenant la poussière, un monument silencieux à leur gaspillage et à mon rêve brisé. Je le dépoussiérais chaque semaine. C'était ma tâche. Le schéma s'est durci comme du béton au fil des années. J'étais la responsable, la fiable, la vache à lait. Daphné était la princesse. À 18 ans, j'ai été acceptée à l'École nationale supérieure de paysage, une des meilleures de France. J'ai couru à la maison avec la lettre d'admission, le cœur battant. Papa l'a lue en diagonale, l'a posée sur le comptoir de la cuisine entre une facture d'électricité et une liste de courses, et a dit « Bien. Mais ne compte pas sur nous pour le loyer à Bordeaux. L'entreprise traverse une passe difficile. Tu feras les allers-retours ou tu travailleras le soir. » La même année, Daphné a raté son baccalauréat. Pour lui, remonter le moral, mes parents lui ont offert un voyage de 3 semaines à New York et un stage non rémunéré, qu'ils ont payé, en fait, dans une galerie d'art branché. Coût total, 8 000 €. Quand j'ai osé demander pourquoi il y avait de l'argent pour New York mais pas pour mon logement étudiant, maman a posé sa main sur son cœur, jouant la comédie de la fragilité. Léontine, ta sœur est fragile. Elle a besoin de découvrir le monde pour trouver sa voie. Toi, tu es forte. Tu es un roc. Ne sois pas jalouse, c'est laid. J'ai cru à ce mensonge. J'ai cru qu'être le roc était un compliment. J'ai fait mes études en travaillant comme serveuse le soir et en gérant la comptabilité de l'entreprise familiale le week-end. J'ai obtenu mon diplôme avec les félicitations du jury. Personne n'est venu à ma remise de diplôme. Ils étaient occupés à aider Daphné à déménager dans son 3e appartement de l'année, parce que le précédent avait un feng shui oppressant. Aujourd'hui, à 31 ans, je suis devenue l'architecte invisible de leur confort. Je vis dans un petit appartement en location avec mon fiancé, Thibaut, un homme merveilleux qui voit clair dans leur jeu, alors que j'ai utilisé toutes mes économies, il y a 2 ans, pour sauver l'entreprise de la faillite après un investissement raté de papa. J'avais 30 000 € de côté pour notre propre maison. Je les ai donnés à mon père pour payer les dettes fournisseurs. Il a dit que c'était un prêt. Je n'ai jamais revu un centime. Les mois précédant ce fameux Noël, la tension était devenue insoutenable. L'entreprise, les jardins d'Hubert, saignait de l'argent. La gestion de mon père, archaïque et orgueilleuse, nous menait droit dans le mur. Il refusait de moderniser, refusait d'écouter mes conseils stratégiques, mais il adorait jouer au grand seigneur local. Je passais mes nuits à jongler avec les factures, à négocier des délais avec les banquiers,
à virer mon propre salaire sur le compte de l'entreprise pour couvrir les chèques sans provision. Je suis architecte, mais je passais ma vie à boucher les trous d'un navire qui coulait. Puis, il y a eu l'incident de la méditation quantique. Début décembre, Daphné a annoncé qu'elle avait trouvé sa véritable vocation, devenir coach de vie holistique. Pour cela, elle devait absolument suivre une formation exclusive dans une clinique privée en Suisse. Coût de l'inscription, 4 000 €, hors hébergement et transport. J'étais dans le bureau, en train d'examiner le bilan catastrophique du 4e trimestre, quand papa est entré. Il a posé la brochure glacée sur mon bureau. « Fais un virement pour ta sœur », a-t-il ordonné, sans même un bonjour. J'ai levé les yeux, mes lunettes glissant sur mon nez. « Papa, tu plaisantes ? On doit 12 000 € à notre fournisseur d'engrais. Si on ne paie pas avant le 31, il bloque le compte. On ne peut pas sortir 4 000 € pour ça. » Il a frappé du poing sur la table. C'est un investissement. Daphné a du potentiel. Elle va créer un réseau là-bas. Et toi, avec ton pessimisme, tu bloques son énergie. Trouve l'argent. Prends-le sur la réserve de trésorerie. La réserve est vide, papa. J'ai mis mon propre argent le mois dernier pour payer les salaires des ouvriers. Il s'est penché vers moi, son visage rougeaud à quelques centimètres du mien. Alors débrouille-toi. Tu es la gestionnaire, non ? C'est ton travail de trouver des solutions. Ta sœur part lundi. Ne la déçois pas. J'ai dû appeler Thibaut, la mort dans l'âme, pour lui demander si on pouvait piocher dans notre fonds de mariage. J'ai menti, j'ai dit que c'était pour une urgence fiscale. J'ai fait le virement. Une semaine plus tard, j'ai vu les stories Instagram de Daphné. Elle n'était pas en formation. Elle était à Courchevel, dans un chalet de luxe, en train de boire du vin chaud avec son petit ami de l'époque, Amaury, un parasite qui se prenait pour un DJ international. La légende de la photo disait « Self-care et vibrations élevées ». Merci l'univers pour cette abondance. L'univers ? C'était mon argent. C'était mes heures de sommeil. C'était la sécurité de mon avenir. Quand j'ai confronté mes parents avec les captures d'écran, maman a pleuré. Pas pour moi, mais parce que j'étais méchante. Elle a eu un moment de faiblesse, Léontine. Elle avait besoin de décompresser avant la formation. Pourquoi tu espionnes ta sœur ? Tu es obsédée par l'argent, c'est maladif. C'est là que quelque chose s'est fissuré en moi. Une fissure fine, invisible, mais profonde. J'ai réalisé que peu importe combien je donnais, ce ne serait jamais assez. J'étais le carburant qu'il brûlait pour garder Daphné au chaud. Arrêtons-nous une seconde. Je veux vous poser une question sincère. Si vous étiez à ma place, à ce moment précis, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous continué à payer pour protéger vos parents de la faillite, ou auriez-vous tout laissé tomber ? Écrivez « Je reste » ou « Je pars » dans les commentaires. Je lis tout. Parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas que le pire restait à venir. Le dîner de Noël allait être le coup de grâce. Retour au soir du 24 décembre. Après m'être lavé à l'eau tiède, le ballon d'eau chaude déconnait encore et personne n'avait pensé à appeler le plombier, j'ai enfilé une robe noire simple, la seule chose propre que j'avais ici. Je suis redescendue. La table était magnifique, je dois l'admettre. Nappe en lin blanc, argenterie de grand-mère, bougies. Tout cela, c'était l'image. La façade. La maison Hubert. On s'est assis. Daphné a monopolisé la conversation dès les huîtres. Elle parlait de ses projets de lancer une ligne de bougies énergétiques. J'ai juste besoin d'un petit capital de départ, a-t-elle lancé en regardant papa avec des yeux de biche. Environ 15 000 € pour le packaging et le marketing. Papa a hoché la tête, bienveillant, en coupant son foie gras. On verra ce qu'on peut faire, ma chérie. C'est une idée brillante. Très moderne. J'ai failli m'étouffer avec mon pain. On n'avait même pas de quoi payer l'URSSAF le mois prochain, et il lui promettait 15 000 €. Puis est venu le moment des cadeaux. C'est une tradition chez nous, on ouvre les cadeaux au dessert. Daphné a tendu à mes parents 2 paquets magnifiquement emballés. Pour maman, un sac à main de créateur. Pour papa, une montre connectée dernière génération.
Oh, ma chérie, s'est exclamée maman, les larmes aux yeux. C'est trop beau. Où as-tu trouvé l'argent? Daphné a souri mystérieusement. J'ai mes ressources. J'ai fait quelques placements crypto. Mensonge. Je le savais. J'avais reçu l'alerte de la banque le matin même. Une dépense de 1200 € aux Galeries Lafayette sur la carte, fourniture de bureau. Elle avait acheté leur cadeau avec l'argent de l'entreprise. Avec mon travail. Puis, papa m'a tendu mon cadeau. Un petit paquet mou, emballé dans du papier journal, parce qu'ils avaient manqué de papier cadeau. J'ai ouvert. C'était une paire de gants de jardinage. En cuir, certes, mais des gants de travail. Les tiens étaient troués, a dit papa en se curant les dents. Ça faisait mauvais genre devant les clients quand tu chargeais les camions. Le silence s'est fait dans ma tête. Daphné avait reçu, plus tôt dans la journée, les clés d'une Mini Cooper électrique en leasing, payée par la société, évidemment, pour ses déplacements professionnels. Moi, l'architecte, la gestionnaire, la sauveuse, j'avais des gants pour mieux travailler. J'ai posé les gants sur la nappe blanche. Mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient glacées. Des gants, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Pour que je puisse travailler plus efficacement? Maman a soupiré. Ne commence pas, Léontine. C'est du cuir véritable. Daphné a une voiture, ai-je continué, fixant mon père dans les yeux. Et elle a acheté vos cadeaux avec la carte de l'entreprise. Je le sais, j'ai vu le relevé ce matin. L'air dans la pièce a changé. Il est devenu électrique. Daphné a perdu son sourire. Tu es une fouine, a-t-elle craché. Tu es jalouse parce que je sais vivre et toi non. Tu es aigrie, Léo. Regarde-toi. Tu as 31 ans et tu as l'air d'en avoir 50. C'est là que j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application bancaire. Je suis aigrie, ai-je demandé. Je viens de passer 12 heures dans la boue pour sauver ta part d'héritage, Daphné. J'ai payé vos dettes. J'ai sacrifié ma jeunesse pour cette famille. Et vous me donnez des gants? Papa a posé sa fourchette avec un bruit sec contre la porcelaine. Son visage est passé du rouge au pourpre. Il ne supportait pas qu'on parle d'argent, la chose sale, à table. Ça suffit, a-t-il hurlé, faisant sursauter maman. Je ne tolérerai pas cette ingratitude sous mon toit. Il s'est levé, dominant la table de toute sa hauteur. C'est là qu'il a prononcé la sentence. Les mots qui allaient signer son arrêt de mort financier. Tu te crois indispensable? Tu n'es rien. Ton rôle, ta seule utilité dans cette famille, c'est de faire tourner la boutique. Ton job, c'est de travailler pendant que ta sœur profite de la vie. C'est l'ordre naturel des choses. C'est simple comme bonjour. Il a pointé son doigt boudiné vers l'entrée. Si tu n'es pas contente, si tu trouves ça injuste, alors la porte est là. Dégage. Le temps s'est arrêté. J'ai regardé maman. Elle a baissé les yeux, triant ses haricots verts. Elle ne dirait rien. Elle ne me défendrait jamais. Daphné me regardait avec un petit sourire en coin, victorieuse, sirotant son vin volé. Quelque chose s'est brisé en moi, mais ce n'était pas mon cœur. C'étaient mes chaînes. La porte, ai-je répété doucement. Je me suis levée. J'ai pris mon trousseau de clés, les clés du hangar, des bureaux, des camions, du coffre-fort. J'ai sorti la carte bancaire de l'entreprise de mon portefeuille. J'ai tout posé délicatement dans mon assiette, sur les restes de foie gras. Très bien, papa. Je prends la porte. J'ai reculé ma chaise. Le bruit a résonné comme un coup de feu. Mais sache une chose, si je franchis cette porte, je ne reviens pas. Et vous pouvez commencer à payer vos propres factures. Simple comme bonjour. J'ai pivoté sur mes talons et j'ai marché vers la sortie. Maman a laissé échapper un petit cri étouffé, mais papa a ricané. Allez, va bouder. Tu reviendras demain matin ramper pour récupérer ton travail. Tu ne sais rien faire d'autre. Ces paroles m'ont poursuivi dans le couloir, mais elles n'avaient plus de prise sur moi. J'ai attrapé mon manteau, mais j'ai laissé l'écharpe en cachemire que maman m'avait prêtée un jour. Je ne voulais plus rien qui vienne d'eux.
J'ai ouvert la lourde porte en chêne. Le vent glacial de la nuit m'a frappé au visage, mais pour la première fois, il ne m'a pas fait frissonner. Il m'a purifié. C'était le souffle de la liberté. Je suis monté dans ma voiture personnelle, une petite Peugeot 208 que j'avais failli vendre le mois dernier pour les aider. Dieu merci, je ne l'avais pas fait. J'ai démarré. Le moteur a rugi, couvrant les cris de ma mère qui était finalement sortie sur le perron. Léontine. Reviens. Qui va fermer les serres? Le système d'alarme. Je n'ai pas baissé la vitre. J'ai enclenché la première et j'ai accéléré, faisant crisser les graviers de l'allée. Dans le rétroviseur, j'ai vu la silhouette de la maison s'éloigner, brillante et festive, un château de cartes prêt à s'effondrer. J'ai conduit pendant 45 minutes dans un état second. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Je ne pleurais pas. J'étais en état de choc, une hyperlucidité terrifiante. Je calculais. Sans moi, personne ne connaissait le code du serveur informatique. Sans moi, personne ne savait que le contrat d'assurance d'essai expirait dans 48 heures. Sans moi, il ne savait même pas comment allumer la chaudière biomasse complexe que j'avais fait installer pour économiser de l'énergie. Je suis arrivé devant l'immeuble modeste où je vivais avec Thibaut. Il a ouvert la porte avant même que je frappe. Il était en pyjama, un livre à la main. Il a vu mon visage, pâle comme la mort, et il a compris. Il ne m'a pas posé de questions stupides. Il m'a tiré à l'intérieur, m'a assise sur le canapé et m'a mis une tasse de thé chaud entre les mains. « C'est fini ?» a-t-il demandé doucement. « C'est fini » ai-je répondu. Ma voix était rauque. Ils m'ont dit de partir. Alors je suis parti. C'est là que mon téléphone a commencé à vibrer. Une fois. 2 fois. 10 fois. Maman, 3 appels manqués, papa, 5 appels manqués, Daphné, message, t'es sérieuse? Reviens tout de suite, on n'arrive pas à lancer le lave-vaisselle. Et papa dit que tu as les clés du garage. J'ai regardé l'écran. J'ai senti une bouffée de nausée, puis une vague de puissance. J'ai éteint le téléphone. Cette nuit-là, le thermomètre est descendu à -4 degrés Celsius. Sans personne pour activer les écrans thermiques manuels dans la serre numéro 3, une procédure que je faisais chaque soir et que papa jugeait inutile d'apprendre, le gel a commencé son travail silencieux. Tandis que je dormais d'un sommeil de plomb, pour la première fois depuis 10 ans, leur héritage commençait à mourir. Mais le lendemain matin, le réveil ne fut pas paisible. Ce fut la guerre. Le lendemain matin, jour de Noël, je me suis réveillée non pas avec l'angoisse habituelle, mais avec un silence étrange. Thibaut préparait des crêpes. Pour la première fois depuis mes 15 ans, je n'étais pas debout à l'aube pour vérifier les commandes. J'ai rallumé mon téléphone vers 10 heures. Il a failli exploser sous le nombre de notifications. 47 appels manqués. Une vingtaine de messages vocaux. Le premier était de mon père, à 7 heures du matin. Sa voix était grognon, autoritaire. « Léontine, arrête ton cinéma. Reviens ouvrir le bureau. J'ai besoin du dossier client pour Monsieur Valéry. » Et la chaudière fait un bruit bizarre. Le deuxième, à 8h30, était plus paniqué. « Bon sang, réponds. » Les tuyaux de la serre 3 ont éclaté. Il y a de l'eau partout. Comment on coupe l'arrivée principale? Le troisième, à 10h, était de ma mère, en pleurs. « Ton père est furieux. Il a glissé dans la boue en essayant de fermer une vanne. Il s'est tordu la cheville. C'est de ta faute. Tu es une fille indigne. » J'ai écouté ces messages avec un détachement clinique, comme si j'écoutais un podcast sur la chute de l'Empire romain. J'ai bu mon café. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai rédigé un email formel. Objet, démission immédiate et cessation de toute assistance. J'ai mis en copie le notaire de la famille et la banque. J'ai déclaré que je ne faisais plus partie de l'entreprise, que je révoquais toutes mes procurations, et que je n'étais plus responsable des dettes ou de la gestion. J'ai cliqué sur « Envoyer ». C'était comme lancer une grenade et fermer la porte blindée. Pendant ce temps, à la villa, c'était l'apocalypse. J'ai appris plus tard par un ancien collègue, Michel, le chef d'équipe, qui m'a appelé en secret, ce qui s'était passé.
Sans moi pour gérer les plannings, personne n'avait prévenu l'équipe de garde que c'était férié mais qu'il fallait une permanence. Résultat, personne n'est venu. L'inondation dans la serre 3 a détruit pour 15 000 € de jeunes plants. Mais le pire, c'était le système informatique. Papa a essayé de se connecter pour facturer un client impatient. Il a tapé le mot de passe. Incorrect. Il a essayé, Daphné 123. Incorrect. Il m'avait toujours interdit de changer les mots de passe, disant que c'était son entreprise. Mais pour la sécurité, et parce que Daphné avait déjà donné le mot de passe à un ami par erreur, j'avais tout changé un mois plus tôt pour une authentification à 2 facteurs liés à mon numéro de téléphone. Chaque fois qu'il essayait de se connecter, je recevais un code de validation sur mon téléphone. Ding. Votre code est 4589. Ding. Votre code est 2231. Je regardais les codes s'afficher et je les effaçais. Accès refusé. 3 jours après mon départ, la banque a appelé. Le prélèvement automatique pour le leasing de la Mini Cooper de Daphné et les échéances du prêt bancaire avaient été rejetés. Pourquoi? Parce que je n'avais pas fait le transfert manuel mensuel depuis mon compte personnel, ce que je faisais en secret pour combler le déficit. Le compte de l'entreprise était à découvert de 8 000 €. Daphné a envoyé un message sur le groupe familial, que je n'avais pas encore quitté, ma carte ne passe pas à la station essence. C'est la honte. Léo, remets de l'argent tout de suite. J'ai répondu 3 mots, demande à l'univers. Puis j'ai quitté le groupe. Mais le vrai coup de théâtre, celui qui allait transformer cette histoire de drame familial en thriller juridique, est arrivé une semaine plus tard. Et il est venu de la personne la plus inattendue, tante Violette. On était début janvier. La pluie battait contre les carreaux de mon petit appartement. Quelqu'un a frappé à la porte. C'était tante Violette. Violette est la sœur aînée de ma mère, mais elle ne se parle plus depuis 10 ans. Violette a toujours dit que mon père était un escroc et ma mère une poupée sans colonne vertébrale. La famille l'avait bannie, la traitant de « folle ». Elle était là, trempée, tenant une pochette en plastique contre sa poitrine. « Je savais que tu finirais par partir », a-t-elle dit en entrant. J'ai attendu ce moment. On s'est assise. Elle a posé la pochette sur la table. « J'ai une amie qui travaille au service contentieux de ta banque », a-t-elle commencé, la voix grave. Elle a vu passer ton nom sur un dossier rouge la semaine dernière. Elle m'a appelé parce qu'elle trouvait ça bizarre. Quel dossier, ai-je demandé, sentant mon estomac se nouer. J'ai retiré mes procurations. Non, Léontine. Pas les comptes de l'entreprise. Un prêt personnel. Elle a sorti une photocopie. C'était un contrat de près de 50 000 €, contracté 6 mois plus tôt. L'objet du prêt, rénovation de l'habitat. Le bénéficiaire, Hubert et Odile Valois. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était la page des garanties. Pour obtenir ce prêt, mes parents avaient dû fournir une garantie solide, car leur entreprise était trop endettée. La garantie, c'était mon appartement. Celui que j'avais acheté il y a 2 ans et que je louais pour payer le crédit. Et au bas de la page, il y avait une signature, Léontine Valois. J'ai fixé le papier. La signature ressemblait à la mienne, mais elle était légèrement trop courbée sur le L, je n'ai jamais signé ça, ai-je chuchoté. Je n'étais même pas au courant. Je sais, a dit Violette. Ton père a imité ta signature. Il a utilisé une ancienne procuration que tu lui avais donnée pour récupérer un colis recommandé, et il l'a falsifiée pour la transformer en procuration bancaire générale. Tout s'est mis en place. Les 50 000 €. Où était-il passé? Regarde la date, a pointé Violette. Juillet. C'était juste après que Daphné ait perdu tout l'argent de son projet de bougie précédent. Ils avaient hypothéqué MON Avenir, ma seule propriété, pour couvrir les échecs de Daphné, sans même me le dire. Et maintenant que j'avais coupé les vivres, ils ne pouvaient plus rembourser les mensualités de ce prêt secret. La banque allait bientôt saisir mon appartement. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. C'était physique. Ce n'était plus seulement du favoritisme ou de la méchanceté. C'était un crime. Mon propre père m'avait volé.
Il avait mis ma vie en danger financier pour que sa princesse puisse continuer à jouer à la femme d'affaires. Thibaut a lu le document. Son visage, d'habitude si doux, est devenu dur comme de la pierre. On va voir la police, a-t-il dit. Maintenant. J'ai hésité. Une seconde. C'étaient mes parents. Les envoyer en prison? Puis j'ai revu le visage de mon père au dîner. La porte est là. Il m'avait jeté dehors alors qu'il savait qu'il était en train de me voler. Il n'avait aucune pitié. Pourquoi devrais-je en avoir? Oui, ai-je dit. On va voir la police. Et on va prendre le meilleur avocat de Bordeaux. Ce que je ne savais pas, c'est que ma plainte allait déclencher une réaction en chaîne qui ferait exploser bien plus que leur compte en banque. Et vous, honnêtement, comment auriez-vous réagi à sa place? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, parce que chaque point de vue compte. Dites-nous aussi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et surtout, ne partez pas, l'histoire est encore loin d'être terminée, ce qui arrive ensuite risque de totalement vous retourner. Le dépôt de plainte pour faux, usage de faux et escroquerie, a été l'étape la plus difficile de ma vie. Assise dans ce commissariat gris, à raconter à un officier comment mon père m'avait trahi, j'avais l'impression de trahir ma propre chair. Mais l'avocat, Maître Delorme, a été clair, si vous ne faites rien, la banque saisira votre appartement dans 3 mois. Vous serez interdite bancaire. Votre carrière sera finie. C'est eux ou vous. La machine judiciaire s'est mise en marche. 3 jours plus tard, la police s'est présentée à la villa pour interroger Hubert. Je n'étais pas là, mais Michel m'a raconté. 2 officiers en uniforme ont frappé à la porte à 8 heures du matin. Papa a ouvert, arrogant comme toujours, pensant que c'était pour une histoire de voisinage. Quand ils lui ont parlé de faux en écriture, il a blêmi. Il a essayé de jouer de ses relations, je connais le maire, mais les policiers s'en fichaient. Ils ont saisi les ordinateurs et les dossiers financiers. La banque, alertée par la procédure pénale, a gelé tous les comptes de mes parents et de l'entreprise par mesure de sécurité. C'est là que la réalité a frappé Daphné de plein fouet. Elle était dans une boutique de luxe en centre-ville, essayant d'acheter une nouvelle tenue pour un « entretien », probablement un rendez-vous galant. Elle a tendu la carte. Refusé. Elle a tendu une autre carte. Refusé. Elle m'a appelé. Pour la première fois depuis Noël, elle m'a appelé non pas pour m'insulter, mais parce qu'elle avait peur. Léo, il y a un problème avec les cartes. Papa ne répond pas. Tu peux me faire un virement de 500 balles? La vendeuse me regarde bizarrement. J'ai décroché. J'ai pris une grande inspiration. Il n'y a plus de cartes, Daphné. Les comptes sont gelés. Papa est en garde à vue. Il y a eu un silence au bout du fil. Un silence long, épais. Quoi? Mais, pourquoi? Parce qu'il a volé mon appartement pour payer tes caprices. J'ai porté plainte. Tu as, quoi? Sa voix est montée dans les aigus. Tu as envoyé la police chez nous? Mais tu es malade. On est ta famille. Tu vas détruire la réputation de papa. Sa réputation était basée sur des mensonges, Daphné. Et sur mon argent. Bienvenue dans le monde réel. Tu vas devoir reposer cette robe et sortir du magasin. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient plus du tout. La chute s'est accélérée. Sans liquidité, les fournisseurs ont débarqué à la pépinière pour récupérer leurs marchandises. Ils ont repris les plantes, les engrais, même les pots. L'entreprise s'est vidée physiquement, comme elle s'était vidée moralement depuis des années. Amaury, le petit ami de Daphné, a appris la nouvelle. Il l'a larguée par SMS le jour même. Désolé bébé, trop de drama. Je dois me concentrer sur ma carrière. Il est parti avec le sac à main qu'elle lui avait offert, avec mon argent. Ma mère m'a envoyé une lettre. Pas un texto, une lettre manuscrite. Elle disait, comment peux-tu nous faire ça après tout ce qu'on a fait pour toi? Retire ta plainte. Ton père est un vieil homme. Il a fait ça pour la famille. Si tu as un cœur, arrête tout. J'ai lu la lettre. J'ai pensé à la signature falsifiée. J'ai pensé aux gants de jardin. J'ai pensé à « la porte est là ».
J'ai scanné la lettre et je l'ai envoyée à mon avocat comme preuve de tentative de manipulation émotionnelle. Février est arrivé, gris et impitoyable. La situation de mes parents était désespérée. L'entreprise a été placée en liquidation judiciaire. Le scandale avait fait le tour de la région. Les jardins d'Hubert, autrefois fierté locale, étaient devenus synonymes d'escroquerie. Daphné, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, s'est retrouvée sans toit. La banque avait saisi la Mini Cooper. Mes parents, acculés par les dettes et les frais d'avocat, ne pouvaient plus lui payer son appartement en ville. Elle a dû retourner vivre à la villa, qui n'avait plus de chauffage car la cuve de fioul était vide et il n'avait pas de quoi la remplir. Imaginez la scène, la princesse en Dior, emmitouflée dans 3 couvertures, dans un salon glacial où le papier peint commençait à se décoller à cause de l'humidité. Mais le karma n'avait pas fini. Daphné a dû chercher du travail. Pour de vrai. J'étais au supermarché un mardi soir, en train de faire mes courses avec Thibaut, quand je l'ai vue. Elle était à la caisse numéro 4. Elle portait l'uniforme synthétique vert fluo de l'enseigne, un gilet trop large pour elle. Ses ongles manucurés avaient disparu, remplacés par des ongles courts, sans vernis. Elle avait l'air épuisée. Elle scannait des boîtes de conserve, se faisant engueuler par une cliente parce qu'elle allait trop doucement. « Mais bougez-vous » criait la cliente. « On n'a pas toute la journée. »« Pardon, madame, la machine bug » a balbutié Daphné, les larmes aux yeux. Mon cœur a eu un petit sursaut. C'était ma petite sœur. La voir ainsi, humiliée, réduite à ce qu'elle avait toujours méprisé. Thibaut m'a serré la main. « Tu veux changer de caisse ?» J'ai regardé Daphné. Elle a levé les yeux et m'a vue. Elle s'est figée. J'ai vu la honte, pure et brûlante, envahir son visage. Elle a baissé la tête immédiatement, faisant semblant de trier des coupons. J'ai hésité. La vieille Léontine aurait couru vers elle, aurait sorti son chéquier, l'aurait sauvée. Mais je me suis souvenu de son rire quand j'ai reçu les gants. Je me suis souvenu de « tu es aigri ». J'ai serré la main de Thibaut. Non, ça va. On passe à la caisse 5. Je suis passé à 3 mètres d'elle. Je ne l'ai pas saluée. Je ne l'ai pas sauvée. Je l'ai laissé vivre les conséquences de ses actes. C'était la leçon la plus dure, mais la seule qu'elle comprendrait peut-être un jour. 6 mois plus tard, le verdict est tombé. Pas seulement au tribunal, mais dans la vie. Mon père a été reconnu coupable de faux et usage de faux. Grâce à son âge et à son casier vierge, il a évité la prison ferme, mais il a écopé de 2 ans de sursis et d'une amende colossale. La condamnation a rendu la clause de « caution solidaire » nulle et non avenue. Mon appartement était sauvé. La banque ne pouvait plus me toucher. Pour payer les amendes et les dettes de l'entreprise, plus de 200 000 €, la villa familiale a été saisie et vendue aux enchères. J'y suis allé, le jour de la vente. Je suis resté au fond de la salle. J'ai vu des étrangers enchérir sur la maison de mon enfance. J'ai vu mon père, vieilli de 10 ans en 6 mois, assis sur un banc, la tête dans les mains. Ma mère pleurait en silence. La maison a été vendue pour une bouchée de pain à un promoteur immobilier qui comptait la raser pour construire des lotissements. L'héritage des Valois n'existait plus. Mes parents ont dû déménager dans un HLM, habitation à loyer modéré, dans une banlieue grise de Bordeaux. Un T2 de 45 mètres carrés. Hubert, l'orgueilleux patron, a dû prendre un poste de vigile de nuit dans un entrepôt Amazon pour compléter sa maigre retraite. Il passe ses nuits debout, à surveiller des colis, lui qui se moquait des travailleurs. Odile a commencé à garder des enfants après l'école. Elle qui détestait le bruit, elle vit maintenant au milieu des cris des enfants des autres. Et moi ? J'ai lancé ma propre agence, l'Aube Paysage. Sans le poids mort de ma famille, j'ai décollé. Mes anciens clients, ceux qui savaient que c'était moi le vrai talent derrière, les jardins d'Hubert, m'ont suivi. J'ai décroché un contrat majeur pour la rénovation des quais de la Garonne. Je gagne bien ma vie. Je dors bien. Et surtout, je suis libre. Un matin, j'ai reçu une dernière lettre. Pas de maman, mais de papa. L'écriture était tremblante. Léontine. On a tout perdu. Ta mère fait une dépression. Daphné est retournée vivre avec nous,
elle dort sur le canapé. On mange des pâtes tous les jours. Tu as gagné. Tu es contente? Si tu as encore un peu d'honneur, envoie-nous de l'aide. On est ton sang. J'ai relu la lettre. Toujours aucune excuse. Toujours cette arrogance, ce chantage affectif. Tu as gagné. Comme si c'était un jeu. Comme s'ils n'étaient pas les seuls architectes de leur propre destruction. J'ai pris un briquet. Je suis allée sur mon balcon. J'ai regardé la flamme manger le papier. J'ai regardé les mots « on est ton sang » se transformer en cendres noires et s'envoler dans le vent d'été. J'ai épousé Thibaut le mois dernier. C'était un petit mariage, dans un vignoble magnifique. Il n'y avait pas de robe Dior, pas de foie gras hors de prix, pas de faux semblants. Juste nos amis proches, mes collègues, et tante Violette, qui était mon témoin. Quand est venu le moment de porter un toast, Violette a levé son verre. À Léontine, a-t-elle dit, la voix brisée par l'émotion. Qui a eu le courage de couper la branche pourrie pour sauver l'arbre? Je n'ai pas invité mes parents. Je n'ai pas invité Daphné. J'ai entendu dire que Daphné essayait de devenir influenceuse sur TikTok en racontant des histoires de « famille toxique » où elle joue la victime. Elle a 200 abonnés. La plupart sont des bots. Parfois, la nuit, je pense à eux. Je pense à mon père, seul dans son entrepôt froid. Je pense à ma sœur, scannant des articles. Je ressens une pointe de tristesse. C'est humain. Mais je ne ressens plus de culpabilité. J'ai compris que l'amour ne doit pas faire mal. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre ADN, c'est ceux qui partagent vos valeurs, qui respectent vos limites et qui vous tendent la main sans rien attendre en retour. J'ai aussi appris une chose essentielle, quand quelqu'un vous montre la porte, croyez-le. Franchissez-la. Et fermez-la à double tour derrière vous. Voilà mon histoire. Elle n'est pas un conte de fées. Il n'y a pas de réconciliation larmoyante à la fin. Il y a juste la réalité, brute et juste. J'ai transformé ma douleur en force. J'ai transformé leurs pierres en fondation pour ma propre maison. Aujourd'hui, quand je jardine, je porte des gants que je me suis achetés moi-même. Des gants de qualité. Et quand je les enlève, mes mains sont propres, car je ne porte plus la boue de leurs mensonges. Je m'adresse à vous, qui regardez cette vidéo. Peut-être que vous êtes le bouc émissaire de votre famille. Peut-être qu'on vous demande de sacrifier vos rêves pour ceux d'un frère ou d'une sœur préférée. Peut-être qu'on vous dit que vous êtes égoïste parce que vous voulez garder le fruit de votre travail. Ne les croyez pas. Vous n'êtes pas un distributeur de billets. Vous n'êtes pas un paillasson. Vous avez de la valeur. Si cette histoire résonne en vous, s'il vous plaît, ne restez pas seul. Parlez-en. Posez des limites. Et s'il le faut, partez. La liberté fait peur au début, il y fait froid comme dans ma voiture cette nuit de Noël, mais je vous promets que le soleil finit par se lever. Et ce soleil-là, personne ne pourra vous le facturer. Avant de partir, j'ai une dernière faveur à vous demander. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a mis en colère ou si elle vous a donné de l'espoir, mettez un « j'aime » sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. Et surtout, partagez votre propre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille pour vous sauver? Avez-vous déjà vécu une injustice similaire? Je lirai chacun de vos messages. Nous sommes une communauté, et votre voix compte. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, vous méritez mieux que des miettes.